là, je vous invite à une réflexion ce soir, c'est une réflexion partagée, si vous voulez, sur un sujet qui monte, qui est un vrai enjeu de société. On parle d'innovation au progrès humain. L'innovation et le progrès, c'est pas tout à fait pareil, on va rentrer dedans, quand la philosophie reprend le pas sur la technologie. Et j'ai mis une citation de Steve Jobs, dans son célèbre interview à Newsweek, où il avait dit « Je donnerai toute ma technologie contre un après-midi avec Socrate ». Pourquoi il nous a dit cela? Alors, je traiterai 4 points. Alors, je vous dis, j'ouvre le débat, on discute. J'aurai aussi quelques textes philosophiques que je vous lirai. C'est une invitation à la réflexion pour vous inspirer. Moi, j'ai pas de, comment dirais-je, je suis un relais à ce niveau-là. Je n'ai pas d'avis arrêté sur beaucoup de choses. J'essaie de bien analyser ce qui se passe. Le paradoxe actuel d'une importante poussée technologique délivrant peu de progrès humain. On va voir ça, c'est le problème majeur aujourd'hui. 2, relations entre philosophie et technologie dans la dynamique d'innovation et de progrès. 3, la société ne demande pas d'innovation, elle exige du progrès, et donc des organisations réellement porteuses de progrès. Il ne suffit pas de faire des produits innovants, il faut être reconnu comme étant apte ou concerné pour le faire. Si vous êtes une entreprise à mission, si vous êtes une ONG, etc., il y a un doute qui s'est instauré sur la nature des organisations. 4, le retour des valeurs humaines, des humanités, on appelle, et des arts aussi, pour des innovations à très forte valeur ajoutée pour des individus et la société. Là, je finirai plutôt sur des images d'une expo récente. Donc, le paradoxe actuel d'une importante poussée technologique délivrant peu de progrès humain. Alors, je reviens à quelques basiques. L'innovation, c'est une relation entre deux choses, en fait. Le monde des technologies, en évolution rapide, et la vie. Idéalement, c'est de transformer des mégahertz en bonheur, en simplifiant, ou en emploi, quelque chose qui améliore la vie. D'un côté, donc, on a les technologies, une logique technique qui découle des sciences, mais la technologie, c'est pas la science a une continuité, ça s'accumule, les technologies changent rapidement, chassées par une autre, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, vous voyez. Et la vie, alors la vie, elle est structurée autour d'une science fondamentale d'origine qui est la philosophie, mais qui a plein de filles. La sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie, la linguistique, savoir nommer les choses, le droit, etc. Le monde dit des sciences humaines et sociales. Et cette relation entre les deux n'est pas simple. On change pas, on n'améliore pas comme ça la vie simplement parce qu'il y a une technique nouvelle. Et au passage, il faut créer de la valeur. L'idéal, selon un de nos philosophes sociologues, Max Weber, c'est de réenchanter le monde à chaque fois qu'il y a des possibilités nouvelles. Alors, innovation, progrès, on va être sur les deux, donc on va voir les définitions. Je prie sur le dictionnaire de philosophie de Fayard. Innovation, du latin innovao, renouvellement, production de quelque chose de nouveau, spécialement dans le domaine technique, technologique. Le terme de couleur neutre, mais plus positif que celui de changement, tend à remplacer celui de progrès. Je pense que si hérédité aujourd'hui ne mettrait pas ça. Alors on voit qu'il y a quelque chose entre le changement et le progrès qui s'appelle l'innovation. Alors pourquoi ça a tendu à remplacer celui de progrès? Alors allons à progrès. Du latin progressus, marche en avant, développement, force positive qui arrache l'humanité dans son ensemble à ses misères, à ses servitudes. Ah oui, c'est fini la rigolade, là. Elle peut être comprise comme une force laïcisée de la providence, une sorte de providence sans Dieu. D'ailleurs, on a parlé d'État-providence pendant longtemps. Les catastrophes du XXe siècle, les guerres mondiales, totalitarisme, génocide ont rendu la notion problématique. Ainsi, par exemple, en Europe, depuis la guerre de 14, la majorité des Européens ne croient plus au progrès. Et juste après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, Albert Camus, qui crée le journal Combat, avait dit qu'il faudra 2 générations avant que l'Europe ne recroie au progrès. Qui n'est plus ceux qui ont connu la guerre, qui diront toujours les Boches, machin, tout le bardard, ni leurs enfants qu'ils ont gonflés pendant tout leur truc, comme quoi c'était l'horreur. Et si on fait 2 générations, c'est maintenant, si on écoute ce que dit Camus. Alors voilà, Kant, qui est un de nos grands philosophes, dit « Le progrès n'est pas un concept explicatif, on ne dit pas que ça va toujours aller mieux, mais c'est un idéal de la raison vers lequel nous devons tendre. On est plus équipé qu'à l'époque des cavernes, globalement ça va mieux, même s'il y a des terribles retours en arrière. » Donc innovation, c'est totalement sec, l'innovation c'est ni bien ni mal, c'est l'introduction de quelque chose de nouveau. Un nouvel impôt, c'est une innovation, une nouvelle maladie aussi, si vous voulez, un nouveau règlement aussi. Un nouvel emmerdement, c'est nouveau, si vous voulez. Le progrès, c'est une notion positive, ça veut dire que ça améliore. Ça, progrès social, progrès médical, ça fait moins mal, c'est plus facile, ça coûte moins cher, c'est moins polluant. Donc, c'est en quoi c'est plus intéressant pour la société, qui peut avoir peur du nouveau s'ils n'améliorent pas leurs conditions. Le changement, je passe, transformation d'une réalité au cours du temps. Donc on voit innovation et progrès, le va-et-vient. Sachez que dans le monde, il n'y a plus guère que les Français, les Belges, les Allemands, les Portugais et les Grecs
qui ont une vision négative du progrès. Tout le reste du monde a une vision positive du progrès. Mais nous, on dit, oh là là, ça vous passera, nous, on a connu terrible. Bon, il y a du mal à revenir à une vision progressiste, en fait. Alors, côté techno, je fais qu'un slide sur les technos. Poussée scientifique et technologique considérable. Moi, je maintiens ces stats pour l'Académie, pour des différentes organisations, donc je les connais depuis 15 ans. 22 millions de chercheurs en 2017, 2 millions de plus en 2018, pour vous dire. Pratiquement 2 fois la population de la Belgique qui cherche, pour vous dire. 22 000 articles scientifiques par jour, c'est 4,5 millions par an. 3,2 millions de brevets délivrés. Moi, j'ai connu quand j'étais au CNRS, c'était 500 000 par an, c'est 3,2. 12 millions de brevets actifs, dépenses d'R&D supérieures à 2 000 milliards. 110 000 revues scientifiques, pour vous donner une idée. Tout ça a doublé en 10 ans. Et ça va redoubler en 10 ans. Parce que les Chinois ont 1,5 million de scientifiques et chercheurs, ils en veulent 4,5 millions tout à fait récentes, les Indiens, je ne sais pas. Donc une poussée technologique permanente qui s'autodétruit, c'est-à-dire que la 4G disparaît au profit de la 5G, et puis il y a plein d'alternatives. C'est un brouhaha, je passe là-dessus. Mais la poussée technologique n'est pas égale progrès ou innovation. D'ailleurs, on n'utilise que très peu des technos. 0,3% des brevets vont avoir une application rentable. 1/3 des brevets perdent toute valeur dans le trimestre suivant son dépôt. Déjà dépassé par quelque chose de plus efficace. Pour vous donner une idée. Bon. Mais c'est dans la satisfaction des gens qu'on va voir s'il y a progrès ou pas. Les gens vont dire, c'est mieux, ça fait moins mal, c'est meilleur, c'est plus beau. Et on dit, si c'était un séminaire marketing, on dirait faites de la forte valeur ajoutée utilisateur, ce qui suppose de connaître les valeurs des utilisateurs. Quelles sont leurs valeurs et qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour eux. Quid de leurs valeurs et de leur satisfaction. Or, les gens, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'une techno qui est monovalente, qui est une science exacte. Il y a plein de gens, est-ce qu'ils veulent la même chose? Bon. Alors, globalement, moi, pour mon travail vis-à-vis de l'Institut européen et du Club de Paris et de l'Académie, j'intègre toutes les études qui sortent, qui ont un intérêt au niveau global. Donc, je suis assez bien informé. Toutes les études sociologiques sont négatives depuis maintenant 15 ans. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contents. Alors, dites, ça sert à quoi d'avoir autant de millions de chercheurs, autant de millions de brevets, si au bout, ils ne sont pas contents? Insatisfaction générale, forte demande de la société pour des innovations répondant mieux à ses attentes réelles. Et c'est une insatisfaction réelle. Il ne faut pas dire « oh, ils ne savent pas, il faut les éduquer ». Non, ils ne sont pas contents. On a tous les chiffres. C'est global et c'est profond. Et d'ailleurs, le patron de la Banque mondiale, avec les meilleurs directeurs de la Banque mondiale, a sorti un ouvrage, vous pouvez le télécharger sur le net, qui s'appelle « Innovation Paradox ». Les promesses non réalisées de la technologie, dit-il. Paradoxe d'un flux gigantesque de technologie se traduisant par une moindre satisfaction des individus. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette contradiction apparente? Alors, beaucoup de travaux, mais je vais extraire d'un travail que je trouve remarquablement bien fait, qui s'appelle Human Perspective, qui a fait une analyse mondiale, universalité de la condition humaine, perte de confiance dans les grandes entreprises pour répondre aux attentes de la population. Étude mondiale sur les aspirations fondamentales de la population. Alors, tout d'abord, ce qui ressort, c'est... Moi, j'ai eu la chance d'aller dans le monde entier, enseigner, voir partout. Au début, quand vous faites d'aller dans le monde, vous êtes frappé par les différences de culture. Vous dites, tiens, c'est un peu différent, c'est pas... Et puis, progressivement, plus ça va. Et puis, plus vous êtes frappé par l'universalité de la condition humaine. C'est-à-dire, derrière ce vernis des cultures, vous avez les fondamentaux, en fait, de la vie, les relations aux enfants, à la mort, etc., qui fait qu'il y a une grande famille humaine. Et ce qui ressort de cette étude, c'est l'extrême proximité des aspirations des gens. Mais là, je vous montre, je fais un zoom sur quelques pays, très rapide, avec 2 indicateurs. Déjà, ils ont mis une punchline qui résume l'essentiel de ce qui est sorti dans le pays. Nigeria. Avoir suffisamment d'argent pour satisfaire mes besoins au quotidien, vivre en bonne santé, pouvoir accrocher un sourire au visage de ceux qui sont en difficulté. Et un indicateur 44 que vous voyez là, en fait c'est un indicateur de confiance parce que ça a été fait pour les grands groupes. Est-ce qu'ils ont confiance dans les grandes entreprises multinationales pour aboutir à ce qu'ils veulent? C'est le plus fort confiance du monde. Tous les pays émergents croient aux grandes entreprises. Plus fort taux de confiance. Je passe sur la façon de faire l'indicateur. Inde. Pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille, se nourrir, se vêtir, avoir un toit, très grande confiance dans les entreprises, 31, vous voyez. Chine, permettre à sa famille de vivre de son travail dans un pays prospère où les gens vivent en paix, pareil, une confiance assez bonne au niveau des grands groupes. USA, vous avez vu, ça tombe, les USA sont en révolution aujourd'hui sur les valeurs. Avoir un travail, être capable de payer ses factures, pouvoir soutenir sa famille, prendre soin de soi-même, ne pas être une charge pour les autres et être autonome. Traduit assez la vision américaine. Brésil, la santé est la chose la plus importante parce qu'on ne peut pratiquement tout faire si on a la santé. Confiance, vous voyez, dans les grandes entreprises, elle est limite au Brésil. Angleterre, faire des choses qui ont du sens, être socialement responsable, être capable de s'assumer soi-même et d'aider sa famille et sa communauté. France,
travailler ensemble, améliorer la solidarité avec toute la population, le pire niveau de défiance des grandes entreprises pour ça. Le record du monde de dire qu'on n'a aucune confiance dans les multinationales pour le faire. Et donc, vous voyez, on est très solidarité, hein. On a liberté, égalité, fraternité, qui est le truc, c'est plus fraternité, coopération qu'elle a. Alors, les grands domaines d'insatisfaction, je ne vais pas m'y attarder, on les a traités dans d'autres cas. Un qu'on a vu arriver depuis longtemps, on va dire on a été surpris, non, ça fait 15 ans qu'on démarre toutes les années, et présentations sur les insatisfactions sur l'innovation, les transports qui se sont allongés partout, c'est plus long qu'avant, pas plus court, c'est plus long. Que ce soit en automobile individuelle, que ce soit en transport collectif, les investissements n'ont pas été faits, dégradation du coût, des conditions de transport et du temps de vie. Pourquoi c'est important? Les gens n'ont 24 heures par jour. On dit 8 heures, ils bossent, en gros, 8 heures, ils doivent dormir, sinon ils ne seront pas en forme, il reste 8 heures. 8 heures dans lesquelles vous avez de l'administratif, il faut manger, etc. Il faut se déplacer. Il reste 4 heures, en fait, de temps libre. Vous pouvez faire du piano, danser, voyager, faire du sport, faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. En région parisienne, on a 2 heures, 3 quarts de transport. Et certains, 3 heures. C'est-à-dire qu'on leur prend 2 tiers de leur vie. Et ça, les gens ne l'acceptent plus. 80% des cadres de région parisienne veulent partir parce que c'est insupportable. C'est pas du temps de vie ce que vous voyez là. Pour eux, c'est pour ça que c'est très important, ça leur bouffe leur temps. Et aussi les logements, s'ils ne sont pas le niveau qu'ils voudraient, le coût des logements n'a cessé d'augmenter, la part est de plus en plus importante. Et si vous voulez un logement moins cher, il faut aller plus loin, retour à la case transport. Transport plus logement égale 40% de dépenses des familles plus pollution. C'est le trio, le triptyque exécrable. La santé, tout est en déficit, la population vieillit, là tous les mythes de l'innovation tombent, on dit le client roi, vous croyez que le monsieur vieux à droite il est roi de quelque chose, on n'y croit pas vraiment, hein, on essaie qu'il ne gêne pas, c'est déjà pas mal, hein. Et donc il faut rééquilibrer. La peur de vieillir, en plus c'est la classe de mai 68 qui va mourir, donc c'est terrible, ils ne veulent pas. Hein, ils ont idéalisé la jeunesse, donc leur pire histoire qui peut leur arriver, la pire aventure c'est de vieillir, ils n'y sont pas prêts. Hein, crainte de la vieillesse, insatisfaction, retraite non provisionnée, en plus. Pour moi. Hein, le non-accès de tous à une éducation de qualité, on est passé dernier de l'OCDE pour l'accès égal à... Les gens savent que s'ils sont à Bondy-Nord, ils ne feront jamais une grande école. Pas un peu, pas peut-être, jamais. Sauf les 3 qui seront admis exceptionnellement à Sciences Po pour dire on s'est ouvert aux banlieues. Et les gens le savent, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. En plus, on vous annonce que le prochain continent sera en plastique, hein, que c'est la fin des ressources, tout ça, donc des bad news un peu partout. Alors le coup de jarnac, à la fin, vous allez être remplacé par des robots. Hein, à venir sur l'inquiétude des emplois, métiers, votre intelligence, elle pèse pas lourd. Hein, écartez-vous, vous gênez les robots quand ils passent, en gros. Hein, c'est-à-dire sentiment d'inutilité. Hein, qui est plus. Voilà pourquoi, je fais le rapide, hein, sur les raisons pour lesquelles ça ne va pas fort. Alors du coup, crainte d'être exclu du système, en France, 2 tiers des gens pensent qu'ils pourraient se retrouver SDF, alors que c'est peu vraisemblable, même dans le pire des cas de figure. Mais enfin, ils voient des gens par terre dans la rue, ils disent, on sait, ça peut s'enchaîner, divorce, perte du boulot, machin, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, l'un des problèmes de fond, c'est la stagnation des revenus depuis 40 ans dans les grands pays occidentaux. Ça fait 40 ans que les revenus n'augmentent pas dans les pays occidentaux pour 90% des gens. Ça, c'est les stats sur 90% des plus pauvres. 90% des plus pauvres, c'est-à-dire tout le monde sauf les 10% des plus riches, en étant simple. Vous comprenez ? Vous voyez, ça stagne partout. On a eu une volée dans les années 70, et là, ça stagne. Les gens s'en sortent parce que les prix ont baissé, en fait, et qu'il y a des nouveaux moyens d'avoir des choses peu chères. Revenu moyen, donc stagnation, ça ne plaît pas, parce qu'on n'a pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Hein ? Alors ça, c'est un séminaire, un atelier fait avec des ados, c'est eux qui ont trouvé le slogan « Ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir ». Bon, hein, malgré l'explosion technologique, société insatisfaite, alors on mesure de plein de façons, échec des innovations, sondages, élections, les gens votent un peu n'importe comment, ils attendent un messie qui va venir du ciel. Les raisons, stagnation des revenus réels et insatisfaction que l'on a vues sur des fondamentaux de la vie, comme se loger, sa santé, son éducation, ses transports. Pas une appli qui remplace ça, si vous voulez. À la limite, elle peut dire non, il n'y a toujours pas de train, c'est bien, on le sait, ou il n'y a toujours pas de logement au prix que tu voudrais. Et on dit la connexion, c'est bien, la solution, c'est mieux. Hein, voilà. La connexion sans solution, c'est stressant. Alors, on a quand même un record du monde, là, on vient d'avoir les chiffres, là, il y a 15 jours, on reste le pays le plus pessimiste du monde, donc depuis 10 ans quand même, France. Alors, pas le Bangladesh, hein, non, on est en laiton de la Serbie et de la Bulgarie où ça cartonne, la France a une particularité, c'est qu'elle est très pessimiste, alors qu'elle a un niveau plus de vacances et de trucs comme ça. C'est qu'elle pense que sa grandeur est dernière elle et que ça peut aller qu'en allant plus mal. Par exemple,
2 tiers des gens pensent qu'ils vivent mieux que leurs parents, mais que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Voilà. Ils le sont convaincus. Alors, je vous fais une petite revue de presse, histoire de rigoler, mais c'est une réelle. Elle s'appuie toute sur des études. Vous voyez, Le Figaro. Les Français sont les salariés les plus pessimistes d'Europe, d'accord. Les épargnants français sont les plus pessimistes du monde, intéressant. Les parents français sont les plus pessimistes pour l'avenir de leurs enfants. Apparemment, ils ont toujours une influence sur leurs enfants, contrairement à ce qu'on croit, puisque les jeunes Français sont pessimistes. Ils voient l'avenir plus noir que les enfants des autres pays. Hein, Emmanuel Macron, jugé trop optimiste par les Français. C'est sûr, il n'est pas représentatif, il rigole pour n'importe quoi, c'est logique. Et alors, j'ai trouvé ça là, il y a 15 jours dans BFTV, le gris couleur préférée des Français pour leur voiture. C'était le cas en Europe, c'est pas le cas, il y a du bleu et tout ça. Alors, regardez, il y a une psy anglaise qui a dit « Oui, je vais vous dire à cause de quoi. Dans les périodes d'incertitude, les gens veulent se retirer du monde, nous avons besoin de nous sentir protégés. C'est exactement ce que nous offre le gris. » Souligne Martha Roberts, psychologue anglaise. Il réduit le débordement émotionnel. Donc, réduisons le débordement émotionnel, ce qui n'est quand même pas l'objectif principal, a priori. J'aimerais que vous débordiez émotionnellement. C'était juste pour vous montrer que, en plus, les Français en rajoutent une couche sur l'aspect de pessimiste. Pourtant, ici, c'est une revue que j'aime bien, Next Silicon Valley, on est en connexion étroite avec ce qui se passe dans les États-Unis et le reste du monde. Oui, une revue de Silicon Valley qui vous dit, au niveau de l'innovation altruiste, l'Europe est leader mondial de l'impact altruiste de l'innovation. Hein ? En vous disant, est-ce que ça paye d'être altruiste? Je dis non, je ne suis pas sur America First. Je mets ce que je trouve à disposition des gens et je le fais pour bénéficier à tout le monde. Je ne cherche pas à faire un fric monstre. Est-ce que ça vous donne un emploi? Il dit oui, apparemment, puisque les pays qui ont l'innovation la plus altruiste dominent le monde, notamment tous les gens d'Europe du Nord. Hein. Et il y a un rapport excellent d'ailleurs de ITIF, c'est l'organisation des ingénieurs américains, mais ils font des très bonnes études, contributeurs et détracteurs. Comment est-ce que les gens qui jouent le jeu de l'international et de mettre leurs innovations au service du monde se positionnent par rapport à ceux qui jouent le contraire? Bon. Alors là, on voit déjà, je cite Michel Serres, il y a une action du centre Michel Serres, il dit le progrès humain passe par l'altruisme. Hein, et Martin Luther King avait dit le progrès il n'est ni automatique ni inévitable. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a avancée technologique qu'on a progrès humain ressenti par les gens. Alors ça, on le sait, nous, à l'Académie, on dit attention, la techno, elle est totalement neutre. Un avion, il peut lâcher des bombes ou emmener des touristes, c'est le même avion. Hein, la chimie, elle peut vous faire de l'aspirine ou elle peut vous faire du gaz dans les tranchées, si vous voulez. Mais même un marteau, vous inventez le marteau pour enfoncer un clou ou le crâne du voisin. Donc le marteau, il est neutre. Les molécules sont neutres, c'est ce que vous en faites. Big Data, ça peut être Big Brother. Et c'est Big Brother. On voyait des gens en prison grâce à la data et à l'IA. Et donc on voit que là, il y a quelque chose d'autre que la techno qui va orienter. Alors, autre inverse, les pays les plus heureux du monde, le rapport est sorti il y a 15 jours, c'est le World Happiness Report, fait par l'ONU pour mesurer cette histoire, parce qu'on sait que ça ne va pas. Et là, vous voyez, les pays, alors ça tape beaucoup en Europe, mais pas sur nous, puisqu'on est plus pessimistes. Donc, Finlande, Danemark, Norvège, Islande, Pays-Bas, Suisse, Suède, avant Nouvelle-Zélande, Canada, Autriche. Donc il y a des pays le plus... Vous voyez, États-Unis. Alors regardons États-Unis, on a dit que les Français étaient les plus... Voilà, je prends Tampa Bay, hein, c'est une revue, mais on aime bien regarder ce que dit la presse américaine de Floride. Hein, World Happiness Report, pourquoi les États-Unis continuent de tomber alors qu'il y a une croissance économique? On dit en valeur globale, je n'ai pas la répartition sur 90%, on est 37e sur le support social, 61e pour la liberté, 42e pour la corruption. Mais surtout, on arrive au plus gros degré d'obésité du monde. Hein, on a explosé au niveau de la dépression des adolescents, du taux de suicide, etc. Et aussi, seul pays dont la durée de vie est baissée au lieu d'augmenter. Donc ça ne va pas si bien que ça. Et je vous mets un schéma pour vous dire... Ne croyez pas que c'est que le paradis parce qu'il y a Google. Hein, World Happiness Report, l'effondrement américain. Ça s'effondre à partir de 2012, où ici vous voyez donc l'utilisation d'Internet qui monte, mais vous voyez le temps de sommeil, les interactions personnelles entre les gens et le niveau de bonheur, happiness, qui s'est effondré. Hein, bien que ce soit les États-Unis, hein, en disant, alors est-ce que c'est lié sur l'utilisation des réseaux sociaux, perte du contact réel, plus de temps de sport, plus de temps passé dans la nature, enfin, vous voyez. Et le problème de l'inégalité qu'elle ressentit. Alors, je montre l'inégalité comparée États-Unis-Europe. Vous voyez ici, aux États-Unis, les 1% les plus riches par rapport aux 50% les plus pauvres.
1%, donc qui ont le double de revenus, que 50% qui sont plus bas. En Europe, on n'est pas du tout là. Les plus pauvres, vous voyez, ça baisse plus depuis un certain temps. Hein. Il y a des gens qui ont été plus riches, mais on n'est pas du tout. Si je superpose les deux graphiques, vous avez ici l'Europe avec les plus pauvres et ici les plus riches qui ont gagné. Aux États-Unis, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est violemment ressentie comme étant inégalitaire. C'est ces gens-là qui ont élu Trump. Hein. Vous voyez, on était passé... Vous voyez, ici, les gens plus pauvres aient plus d'argent, les 50% plus pauvres que les 1% plus riches. Là, les 1% plus riches sont de plus en plus riches, 50% plus pauvres de plus en plus pauvres. Ce qui est très inégalitaire, qui est ressenti sous l'habitude des États-Unis. Allez voir dans le désert du Nevada, vous verrez des dizaines de milliers de caravanes avec des gens qui sont isolés. Donc, il reste des problèmes qui ne sont pas résolus, y compris et surtout dans les pays développés. Donc, on a une vague. Alors, sachez que toutes les institutions internationales sont sur le pont. L'OCDE, la CE, l'ONU, les institutions... il y a eu une grande enquête, The World Review, auprès de 23 millions de personnes dans le monde, et donc il y a une vague de recentrage de l'innovation de l'activité économique sur l'amélioration de la vie réelle. Pourquoi? Les gens disent qu'ils vont voter n'importe comment, vous allez voir, pour des nationalistes, pour des fascistes, pour des gens trucs, parce qu'ils ne croient plus à l'activité, et ça va nous péter à la figure. Hein. Donc OCDE a lancé un grand chose sur Better Life Initiative, hein, aussi le World Happiness Report, et tout le monde a défini des nouveaux indicateurs. Je ne vais pas rentrer dedans, Eurostat, les indicateurs de qualité de vie pour remplacer PNB, qui ne veut plus dire grand-chose. L'OCDE aussi sur le bien-être, comment on mesure le bien-être, le programme des Nations Unies sur le développement humain, tout le monde y va pour trouver l'indicateur. Et les objectifs communs, alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est que tous les pays du monde se sont mis d'accord sur 17 objectifs communs de développement humain durable pour d'horizon 2030. 190 pays de l'ONU ont signé, toutes les multinationales et pratiquement 300 ONG. Donc c'est un accord entre tout le monde, y compris les États-Unis, y compris les Chinois, qui ont même abondé de 1 milliard le programme, en plus de leurs cotisations. Alors tout ça, c'est du développement humain. On dit souvent nous développement durable, mais non, humain d'abord, lutte contre la pauvreté, la faim, élimination de la grande pauvreté, l'éducation, égalité entre les sexes, l'assainissement. Aussi, alors vous voyez, c'est marqué, comment donc, recours aux énergies renouvelables à un coût acceptable. Et comme par hasard, c'est jaune. Vous avez remarqué, voir du fioul pas cher, en fait. Ils sont entraînés chez nous des gilets jaunes, ils ont dû regarder la couleur qu'il y avait. Accès à des emplois décents, innovation des infrastructures et bâtiments, réduction des inégalités, aussi au niveau de la ville, économie durable, économie circulaire. Et là, vous avez du pur durable dans le sens écolo, la planète, les océans, la Terre, et puis deux objectifs commun à la société mondiale, le principe de paix comme relation entre les pays et le principe d'une coopération, le principe avancé d'une coopération. Et c'est un indicateur, vous avez tout un tas d'études, au moins on a un axe où tout le monde va dans le même sens, la France étant un petit peu en retard sur ça. Alors, comment ça se passe entre technologie et innovation habituellement ? En ayant fait des études sur à peu près la douzaine des grandes vagues d'innovation passées, depuis le siècle de Périclès, qui était une grande 70 années, il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu toute une série, le temps des cathédrales, la Belle Époque, les 30 Glorieuses, la Renaissance. On a généralement d'abord une grande révolution scientifique, qui ne se voit pas, ça se passe entre scientifiques, elle débouche sur une révolution technologique, on voit apparaître des technos qu'on ne connaissait pas, et à la fin, ça se termine par une synthèse créative humaniste. Ça veut dire qu'on met tout ça au service de la société, et c'est ce qu'on va garder comme souvenir. Ici, vous voyez, on parle surtout de recherche-développement quand on fait la révolution scientifique, on parle beaucoup d'innovation en période technologique, en période de synthèse créative, on parle de progrès. Donc c'est tout à fait logique qu'on arrive dans une phase de progrès. Si vous regardez le passé, donc on est ici pour regarder ce qui s'est passé avant, on ne voit plus que la phase finale. Et ça, c'est toujours très beau, le siècle de Périclès, le temps des cathédrales, la Renaissance, la Belle Époque, les Lumières, les 30 Glorieuses, ça pète. Apparemment, c'était bien, puisqu'on voit le résultat final. On ne voit pas ce qu'il y avait avant, on voit que le résultat final. Nous, on aborde cette phase-là. La bonne nouvelle, c'est que normalement, le meilleur est à venir. En fait, on est ici, pile dans la transition entre révolution technologique, synthèse créative, où il y a de la destruction du passé, crise financière volante, nouvelles valeurs, progrès. Période délicate à gérer, parce que ça peut péter aussi. Alors, l'importance des sciences humaines et sociales dans ce moment-là.
philosophie, sociologie, anthropologie, ethnologie, linguistique, droit et des arts et de la culture dans la phase de transition humaniste. Quand on dit belle époque, c'était beau, les artistes étaient là, l'humaniste était là, il y avait Pasteur, il y avait, il y avait Eiffel, il y avait enfin, on était en train de fabriquer le futur. La Tour Eiffel, c'est pas juste un tas de ferraille, c'est esthétique. Et je vous disais, quand on regarde dans le passé, on voit ces périodes exceptionnelles. Alors je vous montre 3 synthèses créatives, j'ai pris à partir d'une iconographie, la grande synthèse de la Renaissance. L'homme mesure de toutes choses, on le met au milieu, on l'éduque, on lui apprend les activités économiques, on essaye de le rendre plus beau, plus sain, en meilleure santé, on lui fait connaître la philosophie, s'il croit en Dieu, mais c'est pas obligatoire, il peut avoir la religion qu'il veut, la découverte de l'univers, sa place dans le monde, et une ville conçue autour de lui, la cité idéale. Une période exceptionnelle, qui s'appelle la Renaissance, où on a bâti les codes de l'innovation moderne. Aujourd'hui, on est toujours en innovation sur les codes de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on a créé à la Renaissance? Le brevet d'invention, clé, parce que ça donne un droit à celui qui a fait l'avancée. Le Venturi Capitale, qu'on appelait en italien, qui vient des banquiers lombards, qui donnera des siècles plus tard Venture Capital. Mais Amerigo Vespucci, qui découvre l'Amérique, je parle du continent. Hein, Christophe Colomb s'est arrêté dans les îles, en fait. Il donne son prénom. Amerigo, Amérique, Vespucci. C'est le premier bénéficiaire de Venturi Capital. On lui a dit, il n'est pas sûr de revenir. Donc ça marche une fois sur 4, donc il faut mutualiser les risques. Le design, c'est une longue phase de conception. Pour faire bien, plus tard, ça s'appellera recherche-développement. Là, ça s'appelle des IGNO. Et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour un tableau. L'humanisme comme objectif, ça c'est la révolution copernicienne. Les cathédrales, c'était pour Dieu. Les châteaux forts, c'était pour le roi, pour le prince. Là, l'humanisme, c'est la révolution. Toute personne, Dieu ayant fait l'homme à son image, est considéré comme un petit Dieu. Donc il a droit à tout. Mais au niveau de la philosophie, les grands philosophes de la Renaissance font la synthèse de tout ce qu'il y a eu avant. Et d'ailleurs, ils parcourent toute l'Europe et la haute pour récupérer tous les manuscrits des philosophes grecs et romains. Ils vous disent qu'il y a 4 objectifs dans l'innovation humaniste. Amélioration de la condition humaine, amélioration de la relation entre les hommes. Ils constatent que naturellement, ils ont tendance à se cartonner. Parce qu'ils n'ont pas la même religion, parce qu'ils n'ont pas la même couleur, parce qu'ils ne sont pas du même pays, pour X raisons. Parce qu'ils sont chinois, l'autre pas chinois, parce qu'ils sont fonctionnaires, l'autre pas fonctionnaires. Enfin, X raisons. Ils s'aperçoivent que vous arrivez, vous voyez des gens habillés en rouge et bleu, tu dis c'est lesquels, les nôtres c'est les rouges, et d'autres, oh les bleus, bon. On dit non, c'est les bleus, pareil de l'autre côté. Et donc il dit il faut tout le temps apaiser la relation entre les hommes, sinon ils se tapent dessus. Bon. Amélioration de la vie dans la cité, essayer de construire la cité idéale. Ça a été Florence, comme ça avait été Rome, comme ça a été Athènes, comme ça a été Paris, puisque l'essentiel se passe dans la cité. On apaise. Et l'amélioration de la relation à la nature. Vous pouvez observer que ces objectifs sont toujours les mêmes. On veut aussi améliorer la relation à la nature, écologique, la vie dans la cité, c'est là que ça cartonne le plus, la relation entre les hommes et autres. Donc pour ça, on est toujours dessus, on enseigne ça en Chine, on enseigne ça au Brésil ou n'importe où ailleurs. On n'a pas changé. Synthèse à la Belle Époque revient sur le concept de progrès humaniste, et là je vous montre ces superbes vitrailles de Tiffany, qui s'appelle la religion du progrès, puisque le progrès prend la dimension d'une religion. Hein, la science, la recherche, l'intuition, la religion est mise sur le côté, hein, ça aide pour l'inspiration, etc., qui dit voilà, on va mettre toutes les connaissances ensemble, c'est une synthèse créative. Vous avez sur le site des Marquis de l'innovation des présentations détaillées de ces immenses périodes d'innovation. Tenez-en compte, les étrangers ne comprennent pas qu'on ne connaisse pas notre propre histoire dans ce domaine. Et puis, alors la vague actuelle, c'est encore pas terrible, si vous voulez. Déjà, ça va qu'il y a People au milieu, parce que vous enlevez People, c'est imbuvable. Bon. Mais c'est une vague qui n'est pas terminée. La synthèse créative actuelle n'est pas terminée, elle n'est pas finalisée. J'enlève People, parce que moi, c'est moi qui ai mis People, il y en a qui mettaient au milieu Web 3.0 ou Cloud. L'avenir, ça ne va pas être Ajax, on avait pensé que c'était un détergent, vous voyez. Enfin, c'est pas encore, on n'a pas encore fait le boulot. Pourquoi ? Et c'est une question qu'on se pose quand on forme l'adolescent. On dit pourquoi on n'a pas avancé plus vite comme avant ? Pourquoi il n'y a pas toutes ces innovations, ces 22 millions de chercheurs, tous ces brevets, toutes ces connaissances, tout ça, pourquoi ça n'a pas débouché ? Eh bien, la société est trop éclatée. On parle d'un monde éclaté, fracturé, entre conception et réalisation. On conçoit beaucoup, on réalise très peu, par exemple. Notamment en France, on s'arrête au POC, au MVB, enfin des concepts qui sont éliminés maintenant un peu partout, mais qui bloquent le passage à la production. Entre technologie et société, on va voir, la techno n'écoute pas assez la société la renvoie dans ses buts, donc on n'est encore pas vraiment en phase humaniste. Entre finance et investissement,
réduire les capex, on ne veut pas investir, donc résultat des courses, on a une analyse financière sans avoir le sport de la finance qui est l'investissement, important. C'est les Chinois qui le font à notre place. Hein, entre technologie, sciences humaines, agriculture, on est très techno, la French Tech, la tech partout, 15 ans après le reste de la Terre, on est tech jusqu'à l'os, alors qu'on n'a que 3% des brevets du monde, on n'est pas plus tech que les autres, à vrai dire. Les Chinois en ont 32%. Et donc tech, sciences humaines, pas là, agriculture, pas là, entre acteurs, État, région, groupe, PME, TPE, SS, on ne sait pas qui fait quoi. Entre territoires, chacun tire la couverture à lui, entre les modèles politiques qui s'affrontent, entre pays, montée des nationalismes. Des valeurs de progrès insuffisamment partagées. Quand on a ces synthèses, généralement, on va avoir quelque chose qui lie tout le monde. Par exemple, la philosophie et l'avancée de la pensée humaine au moment de la Grèce, la grande vague par exemple, le siècle de Périclès, ça va être une vision religieuse au Moyen-Âge. On va dire des cathédrales, mais enfin, c'est pour Dieu. Hein, c'est pour que les gens se sentent petits, mais enfin, ça unit autour d'une vision religieuse du monde avec des aspects positifs et négatifs. Au moment de la Renaissance, c'est l'humanisme qui l'emporte sur tout. On met l'homme mesure de toute chose, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, quoi qu'il arrive, etc. Au XIXe, la belle époque, c'est le progrès qui est considéré comme étant l'élément déterminant. On marche en avant, on fait passer des pays sous-développés à en voie de développement, on croit à l'évolution des choses. Le grand porteur de la vision de progrès, c'est Pasteur, l'approche pastorienne du progrès. Hein, et on a un partage, c'est-à-dire que les gens partagent. Tous les partis de France sont progressistes au XIXe siècle. De façon différente, mais on a ce que j'appelle ce qui nous lie, c'est-à-dire une vision philosophique partagée. Aujourd'hui, elle n'est pas encore là pour l'instant. On espère qu'elle va émerger, mais elle n'est pas encore là.